Imaginez une femme à qui le destin avait généreusement accordé tout, sauf l'essentiel. Il lui avait été donné une beauté rare, presque mythique, capable de désarmer les monarques et d'inspirer les créateurs. De plus, elle était unie par les liens du sang à l'impératrice de toutes les Russies elle-même, Alexandra Féodorovna, épouse du puissant autocrate Nicolas Ier. Il semblait que toutes les portes lui étaient ouvertes, mais une seule, la plus importante, était verrouillée par une serrure invisible, pourtant indestructiblement solide. Le nom de cette serrure, l'origine. Amalia, brillante invitée des salons pétersbourgeois, avait le statut de princesse de second rang. Sa cousine portait la couronne impériale et gouvernait une immense partie des terres. Amalia, elle, portait depuis sa naissance un autre fardeau, une marque invisible mais indélébile, le stigmate de la naissance illégitime. Dans un monde obsédé par la pureté du sang et la légitimité des titres, cela équivalait à une condamnation. Ce fait unique était destiné à devenir le carburant de toute sa vie étonnante, de ses ambitions vertigineuses, de ses victoires retentissantes et de ses aventures les plus désespérées. Voici l'histoire d'une femme à qui l'on refusa le droit à une place légitime près du trône et qui décida de construire son propre empire. Un empire tissé d'adoration masculine, d'influence politique et de volonté inflexible vers un bonheur qui ne lui revenait pas de naissance. Pour comprendre quel feu brûlait dans l'âme de cette personne, il faut retourner à sa source même. Son histoire ne commença pas dans un palais, mais dans son ombre, dans les quartiers silencieux où le devoir officiel céda la place à la passion secrète. La mère d'Amalia était la princesse Teresa Turnuntaxis, née princesse de Mecklembourg-Strelitz. Son mariage avec Karl Alexander était l'exemple d'un marché aristocratique, l'union de titres et de terres, dans laquelle il restait déplorablement peu de place pour les sentiments humains. Le prince préférait à la compagnie de sa jeune épouse l'excitation de la chasse et la société des chasseurs, laissant Teresa dans la cage dorée du château familial. Et c'est dans ce vide oppressant que s'épanouit sa liaison de plusieurs années avec le diplomate bavarois, le brillant comte Maximilien von Lerchenfeld. Lui aussi, comme elle, était lié par les liens du mariage, mais leur attraction s'avéra plus forte que les conventions. Le résultat de cette liaison interdite fut la naissance d'une fille le 16 juin 1808. L'enfant, venue au monde contre toutes les règles, fut inscrite dans le registre de l'Église sous un nom de famille neutre, presque fictif, Amalia Stargardzki. L'époux légitime de la princesse, Karl Alexander, ne se faisait aucune illusion. Il était absolument certain que l'enfant n'était pas de lui, et refusa catégoriquement de donner à la fille son nom illustre et son titre. Pour lui, elle était un reproche vivant, un témoignage d'infidélité conjugale, et il lui tourna le dos. Mais là où un père montra une froide indifférence, l'autre accomplit un acte d'une noblesse étonnante. Le comte von Lerchenfeld ne se contenta pas de reconnaître sa paternité en parole. Avec sa femme légitime, qui fit preuve d'une générosité incroyable, il adopta officiellement la petite. Ainsi disparut Amalia Stargardzki et naquit Amalia von Lerchenfeld. Elle naquit et grandit dans le domaine héréditaire des Lerchenfeld à Tegernsee, entourée de l'amour et des soins de parents adoptifs qui l'élevèrent avec leur fils naturel. À la maison, on l'appelait Amelia et la vie semblait idéale. Une famille aimante, une éducation de qualité, une enfance heureuse. Cependant, dans cette idylle, il y avait toujours une ombre. Dans une société où la connaissance de la généalogie était importante, son origine devint un secret ouvert. Amelia était le résultat d'un adultère légitimé par faveur et non par droit. Cette connaissance, qu'elle absorba avec le lait maternel, devint la base de son caractère. Dès son plus jeune âge, elle comprit que pour survivre et réussir, il fallait quelque chose de plus que la simple origine. Heureusement, la nature l'avait dotée du plus grand capital, une beauté éblouissante qui ne faisait que s'épanouir avec chaque année. Les parents, voyant quelle belle jeune fille devenait leur fille adoptive, fondaient sur elle de grands espoirs. Ils comprenaient que le seul moyen de réparer sa réputation était un mariage réussi. Un mariage heureux pourrait effacer toutes les rumeurs et lui assurer une position stable dans la société.
Et c'est ici, dans sa vie, qu'apparut un homme dont le nom resterait à jamais dans son destin. Quand Amalia n'avait que 14 ans, elle éprouva l'amour pour la première fois. Son élu fut le jeune diplomate russe Fédor Tchutchev, servant à Munich. Imaginez la scène, une jeune beauté épanouie, consciente déjà de la force de son charme, et un poète ardent et amoureux. Bien qu'il ne fût pas riche, ne portât pas de titre retentissant et ne fût pas célèbre pour sa beauté classique, le feu du génie brûlait dans ses yeux, et ses mots touchaient les coins les plus profonds de l'âme. Pour Amalia, dont la vie jusqu'alors avait été pleine de compromis, cet amour devint une vraie inspiration. Elle sentit pour la première fois qu'on l'aimait non pour sa position sociale ou ses perspectives, mais simplement pour ce qu'elle était. Tchouchtchev lui écrivait des vers. Il voyait en elle non pas simplement une belle jeune fille, mais une déesse, sa muse. Leur relation était pure et élevée, comme doit l'être le premier amour. Le poète amoureux se résolut à un pas désespéré et demanda sa main. Mais pour le comte et la comtesse Lerchenfeld, c'était absolument inacceptable. Ils regardaient les choses du point de vue pratique. Que pouvait offrir un étranger pauvre et insignifiant à leur fille? La poésie ne paierait pas les factures, et les déclarations romantiques n'assureraient pas une position à la cour. Ils refusèrent fermement, brisant ses rêves. Cette expérience enseigna à Amalia une leçon importante. Le sentiment est un luxe et le mariage une stratégie. Sa beauté était un atout précieux qu'il ne fallait pas gaspiller pour des engouements juvéniles. Et bientôt, sa vie suivit le chemin planifié. À 17 ans, on lui trouva un mari convenable. Ce fut le baron Alexander Sergueïevitch Krudener, secrétaire de la mission diplomatique russe. Il était l'opposé complet de Tchouchtchev, plus âgé qu'elle de 22 ans, au caractère difficile, mais possédant 3 biens essentiels, un titre, la richesse et de solides relations. Pour une jeune fille de 17 ans, ce mariage devint un marché dans lequel sa jeunesse et sa beauté s'échangeaient contre la stabilité et la respectabilité. Ainsi se termina son premier amour, et commença une nouvelle vie pleine d'intrigues et de triomphes. Cependant, elle porta dans son cœur le souvenir du poète Tchouchtchev comme le symbole d'une autre réalité qui ne s'était pas réalisée. 8 années s'écoulèrent depuis son mariage. 8 années passées dans les capitales européennes où son mari diplomate menait ses affaires tandis qu'elle perfectionnait l'art d'être l'ornement de la société. Et voilà qu'en 1833, quand Amalia eut 25 ans, le baron Krudener reçut une nomination à Pétersbourg. Elle se rendait dans la capitale enneigée de l'Empire du Nord, au cœur même du monde où sa propre cousine régnait comme une déesse. Et cette ville, habituée à l'éclat froid et à la beauté sévère, n'était absolument pas préparée au phénomène que s'avéra être la baronne Krudener. Son arrivée fut comme un coup de soleil au milieu d'une longue nuit polaire. La haute société pétersbourgeoise était un monde de règles strictes et de formes figées. La beauté y était appréciée, mais c'était une beauté glaciale, calculée, presque architecturale. Les dames locales rappelaient des statuettes de porcelaine dans une vitrine, impeccables, mais fragiles et froides. Amalia était un feu vivant. Il n'y avait rien en elle de la mondanité répétée. Ses cheveux épais, châtain clair, semblaient conserver les reflets du soleil bavarois. Ses yeux célèbres, immenses, expressifs, couleur de ciel orageux, regardaient directement, sans affectation, promettant tantôt une moquerie malicieuse, tantôt une profondeur sans fond. Sa grâce n'était pas une pose apprise, mais la souplesse naturelle d'un chat sauvage. Et sa voix, avec un léger accent allemand, sonnait comme de la musique, se distinguant immédiatement sur le fond du parler français monotone des salons. Elle était l'incarnation de la vie, de la santé et d'une force naturelle presque païenne. La fureur qu'elle produisit fut absolue et immédiate. Les hommes, rassasiés de l'uniformité des beautés de cour, perdirent la tête. Autour d'elle se forma instantanément un cercle des noms les plus brillants de l'époque. Alexandre Pouchkine, génie dont la parole était loi pour la littérature russe, fut charmé par elle, immortalisant son image dans des vers impérissables. Le tout-puissant comte Alexandre Benkendorf, chef des gendarmes et ombre de l'empereur lui-même, homme dont le regard faisait trembler tout l'empire, fondit sous ses charmes. Piotr Viazemski, homme d'esprit et poète, lui dédia des vers. Ivan Tourgueniev, alors encore très jeune, mais absorbant déjà des images pour ses futurs romans, la regardait avec admiration. Elle n'entra pas seulement dans la haute société,
Elle en prit la tête, devenant la reine officieuse des bals pétersbourgeois. Mais la conquête principale était à venir. Cette nouvelle étoile brillante ne pouvait échapper à l'attention du principal connaisseur de la beauté féminine dans l'Empire, l'empereur Nicolas Ier lui-même. L'autocrate était un homme au goût strict, non seulement dans la gestion de l'État, mais aussi dans sa vie personnelle. Il méprisait le relâchement, appréciait l'ordre, et ses favorites se distinguaient habituellement par une beauté classique, presque antique. Amalia s'intégrait parfaitement dans son canon esthétique, mais il y avait en elle aussi quelque chose de plus, l'audace, l'intelligence et cette histoire de second rang qui excitait l'imagination. Le couple impérial accueillit la nouvelle parente arrivée avec une cordialité démonstrative. Alexandra Féodorovna voyait peut-être en elle un rappel de sa jeunesse allemande, ou peut-être suivait-elle simplement la volonté de son époux. Amalia fut rapprochée de la cour. Elle devint l'une des leurs dans les cercles les plus élevés. Bientôt suivit un geste vraiment royal. Nicolas lui accorda en propriété personnelle le pittoresque domaine Sobsven, près de Peterhof. Quel symbolisme fin, presque moqueur! Une femme privée d'héritage légitime recevait du monarque un coin de terre avec un tel nom. Elle devint voisine de la famille impériale et bientôt amie proche de la fille bien-aimée de Nicolas Ier, la grande-duchesse Maria Nikolaevna. Et c'est ici, au sommet de son triomphe, dans l'éclat des diamants et le murmure des admirateurs enchantés, qu'Amalia ressentait non seulement l'extase, mais aussi une offense aiguë et brûlante. Chaque fois qu'elle voyait sa cousine Alexandra dans l'éclat de la couronne, elle ne pouvait s'empêcher de se poser la même question. Pourquoi? Pourquoi elle a tout, et moi seulement les miettes de sa table? Elle regardait l'impératrice, au fond la même princesse allemande qu'elle, mais élevée à une hauteur inaccessible uniquement grâce à la légitimité de sa naissance. Alors que la beauté et l'intelligence vive d'Amalia surpassaient beaucoup de dames nobles, elle n'avait reçu en mariage qu'un baron âgé et, disons-le franchement, ennuyeux. Cette pensée, comme un poison, empoisonnait ses succès, transformant la vie en une poursuite éternelle de reconnaissance. La marque de l'origine illégitime, avec laquelle elle vivait depuis l'enfance, n'avait pas disparu. Elle était devenue invisible pour les autres, mais continuait à la brûler de l'intérieur. Alors Amalia se résolut au pas le plus audacieux de sa vie. Si elle n'était pas destinée à égaler sa cousine en titre, elle atteindrait l'égalité dans quelque chose d'autre, de plus personnel et d'interdit. Elle décida de reconquérir sa part au destin, en prenant à l'impératrice ce qui lui appartenait de droit, son mari. La liaison avec Nicolas Ier ne fut pas simplement une passion passagère. Pour Amalia, c'était un acte de vengeance symbolique, une tentative d'égaler psychologiquement celle qu'elle enviait. En conquérant l'attention de l'empereur lui-même, elle prouvait en quelque sorte au monde entier, et surtout à elle-même, qu'elle méritait davantage, que son charme et sa beauté étaient une force capable d'ébranler même les fondements du trône. Leur relation fut brève. L'empereur n'aimait pas les attachements durables, mais Amalia atteignit son but. Elle devint non pas simplement une lionne mondaine, mais une femme entourée de légendes dont le nom se murmurait en l'associant au monarque lui-même. Et quand cette romance prit fin, sa position devint si solide qu'elle put se permettre de recevoir les marques d'attention d'autres personnages haut placés. La chasse commença, et maintenant, elle n'était plus une proie, mais la maîtresse à part entière de sa position brillante. Amalia Krudener se baignait dans les rayons de son succès. Pétersbourg était à ses pieds. Elle n'était pas simplement une beauté, mais un vrai centre de pouvoir, la maîtresse officieuse d'un salon où se décidaient les destins, se tramaient les intrigues et se formaient les réputations. Chacune de ses apparitions dans le monde devenait un événement. Chacune de ses paroles était saisie au vol. Elle jouissait de ce triomphe. Triomphe forgé par son propre esprit, son charme et sa volonté de faire, mais il serait erroné de ne voir en elle qu'une carriériste calculatrice. Profondément à l'intérieur, sous les couches du vernis mondain et du jeu cynique, vivait cette même jeune Amélia, capable de sentiments purs et désintéressés. Et le souvenir de ce sentiment, elle le gardait comme une relique. Au milieu de ces batailles de cour, elle n'oubliait pas l'homme qui avait vu en elle une déesse le premier, Fédor Tchouchtchev. Leurs chemins s'étaient séparés il y a de nombreuses années. Mais maintenant, possédant l'influence,
elle pouvait lui tendre la main secourable. Le destin du poète se déroulait difficilement. Sa carrière diplomatique tantôt s'élevait, tantôt chutait. En 1839-40, une série de malheurs s'abattit sur lui. D'abord, sa première épouse, Éléonore, mourut tragiquement, le laissant avec 3 petites filles. Ce drame l'abattit, mais étant un homme passionné et enthousiaste, il se remaria moins d'1 an après avec Ernestine Pfeffel. Selon les critères de la morale stricte de l'époque, c'était un scandale. La société, surtout les cercles diplomatiques où l'apparence des convenances était appréciée par-dessus tout, le condamna. Des rumeurs coururent sur son instabilité morale et la fragile carrière de Tchouchtchev se trouva au bord de l'effondrement total. Il était sur le point de la démission et de la disgrâce. C'est précisément à ce moment critique qu'Amalia Krudener décida d'intervenir. Elle, dont la parole avait maintenant du poids, même dans le cabinet impérial, intercéda pour l'ami de sa jeunesse. C'était un pas risqué. Demander pour une personne à la réputation ternie, allant à l'encontre de l'opinion publique, n'était pas dans ses habitudes. Mais ici, elle agissait non par calcul, mais par élancement du cœur. Lors d'une de ses conversations avec Nicolas Ier, elle plaida avec délicatesse mais insistance pour le poète disgracié. Nous ne savons pas quels arguments elle avança, quelle corde dans l'âme du sévère monarque elle réussit à toucher, mais le fait demeure. L'empereur, qui appréciait l'ordre et ne tolérait pas les violations des convenances, écouta la demande de la belle baronne. Tchouchtchev fut pardonné. De plus, il reçut bientôt une nouvelle nomination digne, et sa carrière fut sauvée. Amalia rendit sa vieille dette, prouvant que son cœur ne s'était pas complètement endurci dans les eaux glaciales de la société pétersbourgeoise. Cependant, cette fidélité sentimentale au passé n'est qu'une facette de sa nature complexe. L'autre facette était bien plus pragmatique et même prédatrice. Pendant que les hommes de Pétersbourg lui composaient des sonnets et admiraient son charme, les dames ne l'aimaient franchement pas. Et il y avait de quoi. Elle était trop belle, ce qui faisait pâlir les autres à côté d'elle. Elle était trop intelligente, et son esprit souvent frappait non dans le sourcil, mais dans l'œil. Et le plus impardonnable, elle avait trop de chance. Après que sa brève romance avec l'empereur se fut éteinte, la place libérée du principal protecteur fut occupée par un homme qui pouvait lui donner non seulement l'admiration, mais le pouvoir réel. Le chef de la police secrète, comte Alexandre Christoforovitch Benkendorf. Cet homme était une légende vivante, la terreur des libres penseurs et le bras droit du souverain. Il avait déjà 58 ans. Un âge respectable, quand les passions, si elles s'enflamment, brûlent jusqu'aux cendres. Pour Benkendorf, Amalia de 33 ans devint le dernier amour dévorant. Il perdit la tête comme un jeune cornette, et elle voyait en lui non un objet de passion, mais une ressource puissante. La grande-duchesse Olga Nikolaïevna, fille de l'empereur, observant cette union avec antipathie, laissa dans ses journaux une caractéristique meurtrière de leur relation. Le service de Benkendorf souffrait beaucoup de l'influence qu'exerçait sur lui Amélie. Comme dans tous les engouements tardifs, il y avait en lui beaucoup de tragique. Elle utilisait son argent, ses relations, où et comme cela lui semblait avantageux, et il ne s'en apercevait même pas. Femme étrange, sous l'apparence bonhomme et la nature charmante, souvent amusante, se cachait une ruse du plus haut ordre. L'évaluation de la jeune princesse était peut-être dure, mais juste dans l'essence. Amalia utilisait sans vergogne le comte tout-puissant. L'énorme différence d'âge ne l'embarrassait pas. Après tout, son propre mari était aussi un vieillard. Elle avait assimilé depuis longtemps la leçon cynique. Les hommes âgés ne sont pas seulement plus sentimentaux, mais, ce qui est bien plus important, plus riches et influents. Benkendorf l'inondait d'argent, satisfaisait tous ses caprices, mais cela ne lui suffisait pas. Elle commença à s'immiscer dans ses affaires de service, poussant ses protégés, résolvant les problèmes d'autrui aux dépens de son influence. Cela provoquait un grondement sourd dans les cercles de cour et gouvernementaux. La belle baronne Krudener faisant danser comme une marionnette le chef de la 3e section. C'en était trop. Leur liaison dura plusieurs années. Benkendorf vieillissait, sa santé se détériorait, et l'influence ne semblait peut-être plus à Amalia aussi illimitée. Elle était pragmatique jusqu'à la moelle et comprenait qu'il fallait chercher un appui plus jeune et plus solide, et elle le trouva.
Le nouvel objet de son attention devint le comte Vladimir Adlerberg, ministre de la cour impériale et des apanages. Il était plus jeune que Benkendorf, seulement de 17 ans plus âgé qu'Amalia elle-même, mais non moins influent et riche. En commençant à recevoir les marques d'attention d'Adlerberg, tout en étant encore la favorite officielle de Benkendorf, elle créa une situation qui menaçait de dégénérer en scandale grandiose. Deux piliers de l'Empire, deux fonctionnaires des plus influents dans un duel officieux pour une seule femme, cela ne pouvait passer inaperçu. La patience de la cour était à bout, il fallait faire quelque chose d'urgence avec cette beauté dangereuse et incontrôlable. Dans l'ère de la haute société pétersbourgeoise, l'orage se faisait sentir. L'histoire de comment la baronne Krudener transféra habilement son patronage des mains du chef vieillissant des gendarmes aux mains du ministre de cour plus prometteur devint le sujet principal des bavardages. Ce n'était plus simplement une intrigue mondaine. Cela touchait la réputation de deux hauts fonctionnaires de l'Empire et jetait indirectement une ombre sur l'empereur lui-même, qui avait autrefois introduit cette femme dans son cercle proche. La coupe de patience de Nicolas Ier, homme pour qui l'honneur d'État et l'ordre étaient au-dessus de tout, déborda. La beauté, devenue trop dangereuse et influente, fut décidée à être éloignée de la cour. Mais il fallait le faire élégamment, sans scandale public. Le prétexte idéal se trouva rapidement et facilement. En décembre 1843, l'époux d'Amalia, le baron Alexandre Krudener, qui avait vécu toutes ces années tranquillement et discrètement dans l'ombre de sa brillante épouse, fut soudain nommé ambassadeur extraordinaire à Stockholm. C'était un exil honorable. Pour le baron, une récompense méritée au coucher de sa carrière. Pour son épouse, un ordre poli de quitter la capitale. Le calcul était simple. Dans la Suède neigeuse, loin des leviers du pouvoir et des riches protecteurs, ses charmes s'affaibliraient et l'influence s'évaporerait. Amalia devait naturellement suivre son mari, comme il convient à une épouse respectable. Le plan semblait parfait, mais ses auteurs sous-estimèrent une chose, l'ingéniosité et l'audace de l'héroïne elle-même. La pensée du déménagement à Stockholm l'horrifiait. C'était équivalent à une capitulation. Quitter l'épicentre des événements, abandonner le champ de bataille où elle était reine et se transformer en épouse ennuyée d'ambassadeur dans une capitale européenne provinciale. Jamais. Elle devait rester à Pétersbourg coûte que coûte. Et elle inventa un coup digne d'un scénario de comédie italienne. Le jour fixé pour le départ du couple ambassadorial, quand les voitures étaient déjà attelées et les valises faites, quelque chose d'imprévu se produisit. Dans la maison de la baronne Krudener, ce fut l'affolement. La maîtresse se sentit soudain mal. Le médecin appelé après examen rendit un verdict strict mais catégorique. La rougeole. Et la rougeole chez une femme adulte n'est pas une plaisanterie. La maladie exigeait un repos au lit strict et, ce qui était le plus important, une longue quarantaine. Du voyage dans un tel état, il ne pouvait être question. Ce serait un risque non seulement pour la malade elle-même, mais pour tous les entourages. Le mari, lié par le devoir de service et les délais, ne pouvait attendre sa guérison. Après concertation, il fut décidé qu'il partirait seul vers son nouveau lieu de service, et la très chère épouse le rejoindrait plus tard, dès qu'elle se remettrait complètement du mal sournois. Le baron Krudener, peut-être en soupirant de soulagement, partit pour Stockholm. Amalia, satisfaite de l'avoir accompagné du regard, resta à Pétersbourg, solidement protégée par sa quarantaine. La société pétersbourgeoise naturellement chuchotait. Trop opportune cette maladie. Tout s'était arrangé d'une façon rarement heureuse. La baronne Amalia avait réussi à éviter l'exil tout en gardant l'apparence des convenances formelles. Prouver quoi que ce soit était impossible. Amalia triompha encore une fois, ayant mené par le bout du nez, semblait-il, l'empereur lui-même. Elle resta dans son milieu habituel, dans son élément, continuant à recevoir des invités et à briller dans le monde dès que la quarantaine fut officiellement levée. Cependant, la vraie raison d'un spectacle si grandiose s'avéra bien plus profonde et scandaleuse que le simple refus d'aller en Suède. Le résultat de sa maladie feinte se manifesta quelques mois plus tard, devenant une vraie bombe. Amalia donna naissance à un fils. Cet enfant devint l'accord final, assourdissant de son intrigue de plusieurs années.
La paternité fut naturellement attribuée à l'époux légitime, le baron Krudener, qui au moment de la conception se trouvait à des milliers de verstes de Pétersbourg. Mais toute la ville connaissait la vérité. Et cette vérité était encore plus choquante qu'on pouvait le supposer. Le père de l'enfant n'était pas son protecteur âgé, le ministre de cour Vladimir Adlerberg. Le père de l'enfant était son fils, le capitaine du régiment des chevaliers gardes, Nicolas Adlerberg. Un beau, brillant officier de garde, favori de tous, homme qui était de 11 ans plus jeune qu'Amalia elle-même. Elle n'avait pas simplement changé un vieux protecteur pour un autre, elle avait enjambé toute une génération, nouant une romance avec le fils de son amant. C'était une audace inouïe, une gifle à tous les fondements et convenances. Les événements suivants se développèrent déjà selon son scénario. Le baron Krudener, ayant vécu encore quelques années dans une solitude honorable à Stockholm, quitta tranquillement la vie en 1852. Amalia devint veuve. Elle observa le deuil requis selon tous les canons des convenances pendant 3 ans, puis, en 1855, fit ce qui complétait sa combinaison à plusieurs coups. Elle épousa Nicolas Adlerberg, son véritable amour et père de son fils cadet. Avec ce mariage, tout se mit en place. Le jeune mari qui l'adorait adopta officiellement son propre enfant qui pouvait maintenant porter le nom du vrai père. Le garçon, qui avait reçu à la naissance le nom de Krudener, devint Nicolas Nikolavitch Adlerberg. Amalia n'évita pas seulement la honte, elle transforma le scandale en son triomphe. Elle obtint tout ce dont elle rêvait, un mari jeune et aimant avec d'excellentes perspectives de carrière, un enfant légitimé et un nouveau statut respectable de comtesse Adlerberg. Le stigmate de la naissance illégitime, qui l'avait poursuivie toute sa vie, fut définitivement effacé. Elle réécrivit elle-même son destin, prouvant que pour une femme de sa trempe, rien n'était impossible. Le mariage avec Nicolas Adlerberg ouvrit un nouveau chapitre dans la vie d'Amalia. Les aventures bruyantes de Pétersbourg restèrent dans le passé. Maintenant, elle n'était pas simplement une lionne mondaine, mais l'épouse d'un général brillant, dont la carrière montait avec assurance. Elle avait un nouveau statut, un nouveau nom et, le plus important, un nouveau rôle qu'elle allait jouer avec un éclat non moindre que tous les précédents. L'époque des romans scandaleux et des intrigues risquées fut remplacée par l'époque de la respectabilité, du service d'État et de la bienfaisance active. Amalia, maintenant comtesse Adlerberg, prouva qu'elle pouvait être non seulement une séductrice géniale, mais aussi une épouse de général exemplaire. La première épreuve sérieuse pour elle, dans cette nouvelle qualité, fut la guerre de Crimée. Ce conflit épuisant, qui entraîna la Russie dans la confrontation avec une coalition de puissances européennes, devint une tragédie pour tout le pays. En 1854, son époux, le général Nicolas Adlerberg, fut nommé à l'un des postes les plus responsables, gouverneur militaire de Simferopol et gouverneur civil de la province de Tauride. La Crimée devint une zone de front, centre de douleur et de souffrance. Simferopol était rempli de blessés, de réfugiés et surtout d'enfants restés sans parents. Des dizaines, des centaines d'orphelins étaient amenés de Sébastopol assiégée et saignante. C'était un spectacle capable de faire fondre le cœur le plus froid. Et Amalia, que beaucoup avaient l'habitude de considérer comme cynique et égoïste, se montra d'un côté complètement inattendu. Elle ne se contenta pas de rester dans la maison du gouverneur, organisant des réceptions pour les officiers. Au lieu de cela, elle se plongea tête première dans l'activité publique. Voyant le chagrin illimité des enfants, elle ne se limita pas aux donations formelles. Sur ses fonds personnels qu'elle avait si habilement accumulés pendant ses années de victoire pétersbourgeoise, la comtesse Adlerberg ouvrit à Simferopol un orphelinat pour enfants. Elle s'occupa personnellement de son aménagement, trouva les locaux, embaucha le personnel, veilla à ce que les enfants soient nourris, habillés et reçoivent au moins un minimum de soins et d'éducation. Pour beaucoup, elle devint un ange gardien. La femme qui avait lutté toute sa vie pour sa place sous le soleil donnait maintenant une chance de vivre à ceux à qui le destin avait tout pris. Après la guerre, la carrière de son époux continua son ascension. En 1866, le comte Nicolas Adlerberg reçut une nouvelle nomination encore plus élevée. Il devint gouverneur général du Grand-Duché de Finlande. C'était l'un des postes clés de l'Empire.
La Finlande avait un statut spécial, ses propres lois, son propre parlement, et la gouverner exigeait beaucoup de tact et d'intelligence. Pour Amalia, c'était un autre défi et un autre triomphe. Elle déménagea à Helsingfors, l'actuel Helsinki, et pendant 20 longues années devint la reine officieuse de la société finlandaise, sa première dame. La maison des Adlerberg à Helsingfors se transforma en le centre le plus brillant et animé de la vie mondaine. La société locale, habituée à un mode de vie protestant plus réservé, fut d'abord éblouie par l'ampleur avec laquelle la nouvelle épouse du gouverneur général organisait ses réceptions et ses bals. C'était un morceau du Pétersbourg brillant, transporté sur les rives du golfe de Finlande. Amalia apporta avec elle le vernis de la capitale, les modes parisiennes et l'art de créer autour d'elle une atmosphère de fête. Ces soirées devinrent le sujet principal des conversations. Elle faisait connaître l'aristocratie locale aux célébrités de passage, organisait des salons musicaux, des représentations théâtrales. Elle ne se contentait pas de le divertir, elle formait l'agenda culturel, donnait le ton, rendait la vie dans une ville essentiellement provinciale plus brillante et riche. Mais là aussi, elle n'était pas seulement une créatrice de mode. En tant qu'épouse du plus haut représentant du pouvoir russe, elle s'engageait activement dans la bienfaisance. Elle tenait des hôpitaux, des orphelinats, des établissements d'enseignement. Elle entra fermement dans le rôle de matrone respectée, mère de famille, soutien de son mari et bienfaitrice de la région confiée à ses soins. La transformation était complète. D'aventurière qui misait sa réputation, elle se transforma en pilier de la société, exemple de dignité et de respectabilité. Elle atteignit ce vers quoi elle avait tendu toute sa vie, une position solide, inébranlable, qui ne dépendait plus des caprices d'amants vieillissants, mais du statut officiel de son mari et de sa propre réputation irréprochable. Près de 20 ans, elle jouit de cette position. Mais le cours de l'histoire est implacable. En 1881, à la suite d'un attentat terroriste, l'empereur Alexandre II fut abattu. Et son fils Alexandre III monta sur le trône. Une nouvelle époque commença avec de nouveaux hommes et de nouvelles règles. Le comte Adlerberg, appartenant à la vieille garde, donna sa démission. Leur compte finlandais se termina. Les époux Adlerberg décidèrent de quitter la Russie et de déménager dans la patrie d'Amalia, Munich, pour passer le reste de leurs jours dans la paix et la retraite. La vie d'Amalia ressemblait à une mer orageuse. Les calmes alternaient avec les tempêtes, les ports tranquilles avec les récifs dangereux. Elle fut épouse de barons et épouse de comtes, maîtresse d'empereurs et de ministres tout-puissants, hôtesse du salon le plus brillant de Pétersbourg et première dame de Finlande. Elle connut le triomphe vertigineux et l'amertume de l'exil, la maternité et la douceur de la vengeance. Mais à travers toute cette série d'événements, à travers le bruit des balles, le froissement des intrigues et le grondement de l'histoire, elle porta un sentiment silencieux et secret. Comme une amulette précieuse, cachée sous le brocart et les diamants, elle garda dans son cœur le souvenir de son premier amour non réalisé, le pauvre poète Fédor Tchutchev. Pour le monde entier, il était un poète génial et un diplomate pas très chanceux. Pour elle, il resta à jamais ce jeune homme enthousiaste qui avait vu en elle une déesse pour la première fois. Ce souvenir était son refuge secret, ce coin de l'âme où n'avaient accès ni les maris ni les puissants protecteurs. Dans sa bibliothèque personnelle, parmi les volumes luxueux reliés en cuir, à la place d'honneur se trouvait un mince recueil de ses vers. Aux soirées mondaines, quand les chanteuses à la mode interprétaient des romances sur ses paroles, elle devenait pensive et silencieuse. Les proches savaient, la comtesse Adlerberg ne permettait pas qu'on chantât en sa présence certaines des romances de Tchutchev. Elle craignait que quelqu'un remarquât une larme importune, trahissant son secret. Leurs chemins tantôt s'écartaient pour des décennies, tantôt se croisaient de nouveau. Elle suivait son destin de loin, se réjouissait de ses succès poétiques et, comme nous nous en souvenons, une fois sauva sa carrière. Lui, à son tour, voyait son ascension brillante, mais leurs rares rencontres étaient comme des éclairs, illuminant le passé pour un instant. Une de ces rencontres eut lieu l'été de 1870.
Tchouchtchev avait déjà près de 70 ans. Sa santé était minée par les tragédies personnelles et le service épuisant de nombreuses années. Il était venu se soigner aux eaux de Carlsbad. Et là aussi, comme par ordre du destin, vint-elle, 62 ans, mais toujours étonnamment belle, la comtesse Amalia Adlerberg. Imaginez cette scène. Un parc de stations thermales. Le silence. Deux personnes âgées qui ne s'étaient pas vues depuis de nombreuses années. Que pouvaient-ils se dire? Toute la vie était passée. Entre eux se dressaient les ombres de leurs époux, de leurs enfants, toute l'histoire du XIXe siècle. Mais quand leurs regards se rencontrèrent, le temps sembla reculer. Il revit cette jeune fille de 14 ans, aux yeux couleur de ciel orageux, et elle, ce jeune homme ardent dont les vers faisaient battre son cœur plus vite. Cette rencontre fugace, au coucher de la vie, éveilla dans l'âme du poète une tempête de souvenirs et de sentiments. Rentré à l'hôtel, Tchouchtchev, bouleversé, écrivit l'un des poèmes les plus poignants et célèbres de la littérature russe. Je vous ai rencontré, et tout le passé, dans le cœur qui avait vécu, a ressuscité. Je me suis souvenu du temps doré, et le cœur est devenu si chaud. Ces vers devinrent un monument à leur amour, un amour qui n'eut pas d'avenir, mais qui obtint l'immortalité dans la poésie. Il lui offrit le don de l'éternité, réussissant à préserver son image dans des vers qui résonnent par la suite sur les lèvres de millions de gens, sans même soupçonner à qui exactement ils sont dédiés. Cette rencontre devint leur adieu définitif. 3 ans plus tard, en 1873, des nouvelles parvinrent à Amalia que Fédor Ivanovitch était mortellement malade et se mourait à Tsarskoïe Selo. Il fut frappé de paralysie, la parole devint presque impossible, et elle, sans hésiter, accomplit le dernier acte de sa fidélité. Elle se rendit chez lui pour lui dire adieu. Entrant dans la chambre, elle vit l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie couché sur son lit de mort. Les témoins attestent, à sa vue, le visage du poète mourant s'illumina. Les larmes coulèrent sur ses joues. Il ne pouvait parler, mais son regard fit clairement comprendre tout. Ce fut leur dernière rencontre. Quelques jours plus tard, il n'était plus. Elle lui survécut 15 ans, mais jusqu'à la fin de ses jours, cette dernière rencontre resta pour elle le souvenir le plus cher. Leur histoire d'amour, qui avait commencé dans les forêts bavaroises, se termina près de Pétersbourg, pour s'inscrire à jamais dans le fond d'or de la poésie mondiale. Après la démission de son mari et leur déménagement à Munich, la vie d'Amalia entra dans son dernier cours, le plus paisible. Les capitales bruyantes, les bals, les intrigues, tout cela resta dans le passé, comme un rêve lointain. Elle retourna là où son histoire avait commencé autrefois. Elle retourna comme une personne complètement différente, non pas simplement Agrippine Adlerberg, une fille à l'origine douteuse, mais la veuve d'un général brillant, une femme légende dont le nom était connu dans toute l'Europe. Elle vécut une vie longue selon les critères du XIXe siècle, quittant ce monde en 1888 à l'âge de 80 ans. Son époux, Nicolas Adlerberg, qui était plus jeune qu'elle de 11 ans, ne lui survécut que 4 ans et la suivit en 1892. Leur histoire commune, qui avait commencé par un scandale, trouva sa fin dans une idylle tranquille qui dura près d'un demi-siècle. Comment évaluer cette vie étonnante? Était-elle une prédatrice, utilisant cyniquement les hommes pour atteindre ses buts, ou une victime des circonstances, forcée de lutter pour sa place sous le soleil, utilisant la seule arme qui lui était accessible, la beauté et l'intelligence, probablement les deux? Elle était le produit de son époque sévère, avec sa hiérarchie stricte et ses doubles standards. Mais elle réussit non seulement à survivre dans ce système, elle le trompa et le força à travailler pour elle. L'évaluation finale, qui lui fut donnée par celle qui l'a connue presque toute sa vie et qui au début l'a détestée, est révélatrice. La grande-duchesse Olga Nikolaïevna, fille de Nicolas Ier, devenue à cette époque reine de Wurtemberg, avare de... Observant les dernières années d'Amalia à Helsingfors, elle écrivit dans son journal des mots où il n'y avait plus la condamnation juvénile, mais seulement la reconnaissance étonnée du triomphe d'autrui. Maintenant, à l'âge de 76 ans, malgré les lunettes et la tabatière, elle est toujours belle, gaie, calme et respectée de tous. Elle joue le rôle qu'elle a toujours voulu,
un grand rôle. Cette phrase est le meilleur épilogue de sa vie. Elle joua vraiment le rôle qu'elle désirait et gagna sa partie contre le destin. Elle ne laissa pas après elle seulement des légendes et des vers. Amalia eut 3 enfants, 3 héritiers de son destin complexe et orageux. Du premier mariage, formel, avec le baron Krudener, naquirent 2 enfants, le fils Nicolas Arthur, qui devint officier et monta jusqu'au grade de général, et la fille Maria Anna. Et naturellement, son fils cadet est probablement le plus aimé, fruit de son grand amour et de sa plus audacieuse aventure, Nicolas Nikolaïevitch Adlerberg. Lui, contrairement à sa mère, eut dès la naissance tout, un nom retentissant, une origine irréprochable et de brillantes perspectives. En cela résidait la victoire principale d'Amalia. Elle offrit à ses enfants ce dont elle avait été privée, le droit à une vie heureuse et sans nuages, sans le stigmate du second rang. Son histoire est un hymne à la volonté féminine et à la force de l'esprit. Elle prouva que l'origine n'est qu'un point de départ, et que la fin ne dépend que de soi-même. Elle vécut une vie qui aurait suffi pour plusieurs romans, romans d'aventure, romans d'amour, romans historiques, et dans chacun d'eux, elle était l'héroïne principale, tenant en haleine jusqu'à la dernière page ses contemporains et nous, ses lointains descendants.